député de Laurier-Dorion. Vous pourrez peut-être compléter votre réponse tout à l'heure, monsieur Mélenchon. Merci beaucoup. Je suis sûr que vous allez avoir l'occasion d'ajouter des réponses, etc. Je vais vous accueillir à mon tour également. Faire la remarque suivante que, bon, vous focussez votre mémoire sur 2 points, finalement. Le barème plancher et la question du comité consultatif et l'observatoire. Et peut-être qu'on pourra jaser de ces 2-là. Avant de vous donner la parole, permettez-moi de la prendre pour 2 minutes, juste pour vous exposer cette notion d'un minimum absolu en bas duquel on ne pourrait pas couper, parce que c'est une position qu'on a mise de l'avant au niveau des barèmes actuels, au niveau des prestations actuelles. Puis on a toujours été très clair avec ça, avec la logique suivante, et c'est pour permettre à certains de comprendre qu'il ne s'agit pas de parler de 2 côtés de la bouche, mais de vraiment être clair par rapport à ce qu'on vise. L'idée étant la suivante, et vous l'avez fait remarquer dans l'introduction, il y a, semble-t-il, depuis une réforme de l'aide sociale en 69, en 82, puis repris après ça par le Parti québécois, une certaine conditionnalité qui a été introduite. C'était peut-être pour compenser une autre conditionnalité qui était au niveau des jeunes, qui étaient très, très, très discriminés avant 82, avec des prestations beaucoup moindres, mais ça, c'est de l'histoire. Les choses étant ce qu'ils sont, les personnes évoluent, etc., on regarde les choses de nouveau, puis on se dit ceci, tout simplement. Il y a un montant actuel qui est donné, qu'on pourrait, appelons-le un minimum vital. Ce n'est pas les besoins essentiels que vous réclamez. Mais même à ce niveau de besoin vital, ou d'un accord commun, je pense, c'est extrêmement difficile de vivre, c'est certainement pas confortable. Même à ce niveau-là, actuellement, il y a des coupures supplémentaires qui ont été ajoutées. À tel point que même le gouvernement reconnaît une partie de ces coupures comme quelque chose qu'il faut éliminer, puis on va éliminer le partage du logement, par exemple. Mais il reste encore des coupures qui peuvent être faites pour non-participation à des mesures et d'autres choses. Alors, l'assurance médicaments, par exemple, la partie que la personne maintenant doit assumer à partir de ce montant, déjà beaucoup en bas des besoins essentiels. Ça n'existait pas avant. Alors nous, on a pris la position suivante. Pour commencer un débat réel sur cette question-là, établissons au moins ce minimum comme intouchable. Sauf pour des cas de fraude. On a mis ça là-dedans. Alors donc, il faut remettre la gratuité des médicaments pour que les personnes n'aient pas, à partir du 530, pour prendre cet exemple d'une personne seule, payer quoi que ce soit pour des médicaments, qu'il n'y ait pas de coupure, par exemple, pour non-disponibilité à des mesures d'employabilité à partir de ce moment-là, et établissons ce montant comme un minimum des minimums, si vous voulez. Et après ça, il faut que moi je tourne vers la ministre et je dis combien ça peut coûter pour aller vers la couverture des besoins essentiels. J'aimerais savoir les chiffres, plutôt que qu'on vous demande de nous fournir des chiffres. Moi, j'aimerais demander à la ministre de nous fournir à nous tous, au Québec, les chiffres sur les coûts réels. On parle de 500 millions. C'est peut-être 500 millions, c'est peut-être plus, peut-être moins. Il faudrait qu'on ait ces chiffres pour qu'on puisse vraiment savoir qu'est-ce qu'on peut faire, puis quand est-ce qu'on pourra les couvrir, les besoins essentiels, et est-ce qu'on veut les couvrir. Ça, c'est un débat que je pense ensemble il faut avoir. Décemment, je pense que si l'idée c'est d'avoir un filet de sécurité sociale, il faut tenter à assurer un minimum. Mais ça c'est le point de vue de commençons avec un pas, même si c'est un petit pas. Les grands voyages se font toujours par petits pas, et ça prend toujours un premier pas. Alors peut-être le premier pas, c'est de dire, commençons là où nous sommes, en reconnaissant que c'est pas le Pérou, hein? Mais au moins, garantissons ça. Dans cette perspective-là, comment est-ce que vous situez cette façon de voir dans la perspective de vos demandes par rapport à un barème plancher qui couvrirait les besoins essentiels? C'est-tu positif, négatif? C'est quoi? Madame Khalifa?
Oui, nous, présentement, avec la prestation qui est accordée justement pour les personnes aptes au travail, tout ça, on le sait que le montant qui est accordé là, met en danger la vie des gens, là, puisqu'on ne couvre pas les besoins essentiels. Déjà là, nous, on veut que ça soit intouchable parce qu'on le sait là, que les gens n'ont pas assez, puis ça met en danger leur vie. Ça, c'est un premier pas. À savoir là, si déterminer le montant qui couvre les besoins essentiels, moi, je pense qu'il pourrait y avoir des discussions justement avec le gouvernement, avec les organismes communautaires pour définir un plancher, c'est quoi les besoins essentiels pour une personne vivant dans la pauvreté. Mais nous, c'est sûr qu'on considère que c'est un pas intéressant justement de définir un seuil. Pour nous, le seuil, déjà là, on pense pas pouvoir descendre en bas de la prestation de base parce que, évidemment, présentement, il y a des gens qui souffrent vraiment de la pauvreté, de la faim et qui mettent en danger leur vie, qu'on pense pas que c'est possible déjà de définir le seuil déjà en bas de ça parce qu'on le voit, puis les personnes sont prises avec ça, puis nous, on trouve que c'est urgent parce que c'est une mesure importante. Mais c'est ça, pour définir justement, nous, qu'est-ce qu'on veut de cette commission parlementaire? C'est qu'on dise, la loi, le projet de loi 112 définisse qu'on ne peut pas couper en bas présentement des prestations d'aide sociale parce qu'on touche à la vie des gens. Puis par la suite, qu'on définisse un montant de base pour couvrir les besoins essentiels. Et ces discussions-là peuvent se faire avec le gouvernement et les organismes communautaires ou les gens qui veulent s'impliquer. Je ne sais pas comment ça pourrait se faire, mais qu'on définisse vraiment c'est quoi les besoins minimums pour une personne vivant dans la pauvreté. Monsieur le député de la Riberion. Merci beaucoup. Donc, vous nous rejoignez ou on vous rejoint quant à la première partie, l'établissement d'un minimum. Donc, j'en retiens que c'est quelque chose qui est bien accueilli dans le sens qu'au moins on met un minimum des minimums, puis après ça on pourra faire le débat sur le montant supplémentaire qu'il faudrait ou qu'on voudrait. Et ensemble, il faut impliquer tous les autres contribuables également, la société en général. Et dans ce sens-là, je voulais faire cette précision parce que, tu sais, il y a des fois une confusion quant à l'utilisation du mot barème plancher parce qu'automatiquement, pour certaines, ça inclut l'octroi des besoins essentiels. Et je voulais être clair à l'effet que, tu sais, la position que nous avons prise n'est pas celle-là pour l'instant. C'est celle de garantir le minimum là au niveau des barèmes actuels, d'arrêter les coupures sauf pour cas de fraude au montant des barèmes actuels. Ça étant clarifié, parlons un peu de la question du comité consultatif et de la façon que vous voyez le rôle de ce comité, parce que vous apportez des propositions pour que le comité consultatif relève de l'Assemblée nationale. J'en déduis que c'est beaucoup plus un débat de société en permanence que vous aimeriez voir, plutôt que de faire une commission parlementaire, remettre ça au gouvernement, puis le perdre dans le système par la suite. Est-ce que j'ai bien compris votre façon de voir? Monsieur Valenfant. Oui, puis c'est une façon aussi on sait par exemple dans le système politique dans lequel on est que le premier ministre a beaucoup de pouvoir. On voit par exemple au niveau, juste pour illustrer, au niveau fédéral, il y a eu la question du conseiller en éthique, qui conseillait directement, qui relevait du premier ministre. Puis les gens ont dit, puis les parlementaires ont dit, ça n'a pas de bon sens, il faut que le conseiller en éthique soit indépendant pour pouvoir rendre des comptes à la population. Je pense que c'est un peu dans la même vision, c'est-à-dire un désir d'avoir plus de transparence au niveau de ce que l'Observatoire va faire comme travaux, au niveau du comité consultatif, c'est d'avoir davantage de transparence et que ces comités-là puissent rendre des comptes aussi à la population, aux élus, directement en Chambre, et que ça ne soit pas nécessairement sur le contrôle uniquement du premier ministre. Brièvement, M. le député. Brièvement, concrètement, est-ce qu'il y a des sujets, quant à la composition, est-ce que vous auriez des suggestions à faire par rapport à la composition du comité consultatif? Ça vous satisfait ce qu'il y a dans le projet de loi? Avez-vous des choses particulières que vous aimeriez suggérer? Bien, nous, ce qu'on avait proposé, c'était d'inclure, par exemple, des personnes qui vivent une situation de pauvreté au sein de ces organes de consultation, parce que nous, on se dit, c'est important que ces gens-là donnent leur avis, leur opinion, ils sont représentés, c'est sûr, par des gens du mouvement populaire communautaire, mais ça peut être important que ces gens soient là, d'autant plus que vous avez parlé dans des entrevues précédentes de l'importance de responsabiliser les gens. Je pense que ce serait une bonne façon de montrer aux gens qu'ils peuvent être responsables et qu'ils ont quelque chose à dire et de leur donner leur place. Parce que souvent, on ne donne pas assez de la place aux gens qui vivent des situations de pauvreté. Merci.
Alors, au nom de tous les membres, mesdames, messieurs, merci infiniment de vous être déplacés pour participer à cette commission. On l'apprécie énormément. Alors, je demanderai immédiatement à l'autre groupe de bien vouloir prendre place et je suspends pour quelques minutes.